Les océans couvrent près des 3/4 du globe terrestre. Ils nourrissent les hommes, ils font respirer la planète et sont la source de toute vie. Mais aujourd'hui, ils sont envahis de matières plastiques qui n'ont pourtant rien à y faire. Inventé par l'homme, le plastique joue un rôle fondamental dans la société de consommation. Mais pour la nature, il représente une véritable menace. 6 millions de tonnes de matières plastiques sont jetées tous les ans dans les océans. Cela correspond à la production mondiale de plastique pour l'année 1960. Une grande partie de ces déchets flottent. De canalisation en canalisation, ils finissent par rejoindre les fleuves, puis la mer. La matière plastique n'est pas biodégradable. Le papier, lui, se décompose en quelques semaines. Quant au bois, aux boîtes de conserve ou aux canettes métalliques, il faut compter plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Mais la mer finit toujours par les dissoudre. La matière plastique, elle, demeure. Elle ne se décompose pas. Elle se fragmente en milliards de microparticules que les courants vont transporter aux 4 coins du globe. Des millions de tonnes de plastique se retrouvent ainsi en suspension dans la mer. Avec quelles conséquences ? L'île d'Hawaï se situe au nord de l'équateur, en plein milieu de l'océan Pacifique. Pour les vacanciers, Big Island, comme on la surnomme, est un petit paradis. Mais les apparences sont trompeuses. Certains coins de l'île sont en fait très pollués. L'océanographe Nikolai Maximenko étudie cette pollution depuis des années. Il se rend à Camilo, au sud de l'île, dans une baie bordée par un désert de roches volcaniques. Depuis toujours, de nombreuses épaves échouent sur cette plage. Les habitants de l'île la surnomment Junk Beach, la plage poubelle. Autrefois, la mer y rejetait d'énormes troncs d'arbres d'essence inconnue à Hawaï. Ce bois passait des années à dériver dans l'océan et finissait dans cette baie comme attiré par un aimant. Aujourd'hui, le même phénomène se reproduit avec les matières plastiques. La plage de Camilo est devenue une véritable décharge. Ces cônes sont des pièges à anguilles. Ils viennent de la côte ouest des États-Unis et du Canada. On ne les utilise nulle part ailleurs dans le Pacifique. Ils ont parcouru 4500 km jusqu'à Hawaï. Quant à ces tubes, ils sont utilisés en Asie pour l'ostréiculture. L'océan Pacifique recrache à Camilo tout ce que l'homme jette négligemment dans la mer sur les côtes asiatiques et américaines. Mais pourquoi tous ces déchets échouent-ils ici? D'après Nikolai Maximenko, la clé du mystère se trouverait dans le vaste système des courants océaniques. « 12 000 km plus bas, sur la côte sud du Chili, près de Valdivia, le Sea Dragon est amarré dans une embouchure. C'est un voilier de 22 mètres de long. L'équipage se prépare à lever l'ancre. Il part à la recherche des déchets en plastique en suspension dans l'océan Pacifique. Il s'intéresse au même phénomène que Nikolai Maximenko, mais dans l'hémisphère sud. C'est Marcus Eriksen qui dirige l'expédition. Océanographe et militant écologiste, il sillonne les mers du monde depuis des années pour mesurer l'ampleur de la pollution par les matières plastiques. J'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène quand je suis allé dans les îles Midway. J'ai trouvé des briquets, des brosses à dents, des morceaux de plastique et des bouchons de bouteilles dans les cadavres d'animaux. On ne pouvait pas affirmer avec certitude que c'était le plastique qui les avait tués. Mais que faisaient tous ces déchets au beau milieu du Pacifique, à mi-chemin entre le Japon et Los Angeles? On était à des milliers de kilomètres des côtes.
J'utilisais moi-même certains de ces objets aux États-Unis. Et 8000 km plus loin, je les retrouvais dans des cadavres d'animaux. L'équipe se compose de chercheurs et de militants écologistes venus du monde entier. Ils vont passer 3 semaines en mer, à l'écart de toutes les routes maritimes. Cap sur l'île de Pâques, un des endroits les plus reculés au monde. C'est la première fois que des scientifiques étudient sur place la pollution du Pacifique Sud par les déchets en plastique. Des échantillons seront prélevés de manière systématique, puis analysés dans un laboratoire californien. Marcus Eriksen soupçonne l'existence d'une accumulation de déchets en plastique dans un tourbillon océanique, autrement appelé gire océanique. On part de Valdivia et on va zigzaguer à travers le gire du Pacifique Sud jusqu'à l'île de Pâques. Ça va nous permettre de prélever des échantillons représentatifs à la surface du gire. On ne sait absolument pas combien de déchets en plastique en provenance d'Amérique du Sud, de Polynésie, de Nouvelle-Zélande et d'Australie finissent dans le gire du Pacifique Sud. Le Sea Dragon part pour l'inconnu. Il va parcourir 3000 milles marins jusqu'à l'île de Pâques. Et durant ces 3 semaines, l'équipage sera coupé de tout. Mais au bout de ce long chemin, il espère malgré tout ne rien trouver. Les montagnes de détritus de la plage de Camilo suggèrent une forte concentration du plastique à proximité des côtes. Nikolai Maximenko procède à des fouilles quasi archéologiques. C'est quoi ça? Une pince? Oui, c'est une pince à cheveux. Tiens, un bouchon d'essence. On pense que les matières plastiques qui échouent sur la plage se mélangent aux morceaux de roche que la mer charrie et finissent par être enfouis. Il est possible qu'on découvre de vieux déchets sous les cailloux. Cela fait des décennies que les déchets en plastique envahissent la plage. Mais quand et à quelle fréquence? C'est ce que Nikolai Maximenko tente de déterminer. D'après lui, la réponse se trouve dans le système complexe des courants océaniques. Le plastique est charrié par les courants océaniques. C'est un traceur exceptionnel parce qu'il résiste très longtemps. Tellement longtemps qu'on ne sait plus d'où il vient. Il suit les lignes de courant et atterrit toujours au même endroit, quelle que soit sa provenance. Le scientifique a analysé les signaux satellites émis par 15 000 bouées dérivant dans les océans. Le résultat est identique dans les 5 océans de la planète. Quelle que soit leur provenance, les bouées se rassemblent toujours dans les mêmes tourbillons géants. Tous les objets flottants dérivent vers les latitudes moyennes, et ce, dans n'importe quel océan. Ils se rassemblent ensuite dans des zones relativement restreintes qu'on appelle plaques de déchets. Pour expliquer l'accumulation de déchets sur la plage de Camilo, dans le Pacifique Nord, il faut remonter jusqu'aux côtes. D'après les estimations, 20 000 tonnes de matières plastiques sont rejetées chaque jour dans l'océan. Un certain nombre finissent dans de grandes plaques de déchets.
La rotation de la Terre, les forces de la gravitation et les vents font tourbillonner ces plaques. Il y en aurait 5 en tout. Mais seules celles de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord sont réellement connues. L'existence de 3 autres plaques situées au sud de l'équateur reste à prouver. Le Sea Dragon navigue depuis une semaine. Il est à des centaines de milles des côtes. Il se dirige droit sur le centre supposé de la plaque de déchets. Nous utilisons le même modèle que Nikolai Maximenko, qui indique que la zone d'accumulation se trouve ici. C'est une vaste plaque. L'équipe va utiliser un chalut pour ratisser la mer. Marcus Eriksen et le capitaine du voilier planifient les opérations. On l'a appelé SPG pour Gire du Pacifique Sud. On a déjà jeté une fois le chalut. On approche du 2e site de mouillage. On va le jeter tous les 60 000. Ce chalut évoque la forme de la raie manta, dont il porte le nom. C'est un filet de fine maille qui permet de ratisser la surface de l'eau sur 1 mètre de large. Eight, 7, 6, 5, 4. Le chalut reste 1 heure dans l'eau pour chaque prélèvement. 266. Les scientifiques calculent la quantité de fragments de plastique recueillis par rapport à la distance qu'ils ont parcourue. Ils pourront ainsi estimer la quantité de plastique présente à la surface de l'eau. On a traîné le chalut pendant 1 heure à la surface de l'eau. Il a l'air très propre. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est une excellente nouvelle. Effectivement, le chalut est quasiment vide. L'équipe va tout de même conserver l'échantillon. On dirait ma brosse à dents. Impossible de dire ce que c'est. Les échantillons seront analysés dans un laboratoire californien afin de déceler aussi des particules de plastique plus fines et invisibles à l'œil nu. Marcus Eriksen étudie une nouvelle fois le modèle de Nikolai Maximenko qui présume la présence d'une plaque de déchets dans le Pacifique Sud. Les échantillons prélevés avec le chalut Manta permettront de vérifier cette hypothèse. On n'est pas loin de la zone d'accumulation et on ne remonte quasiment pas de plastique dans le chalut. Juste quelques fragments. Mais on est encore à 1000 milles du centre de la zone d'accumulation. On verra à quoi ça ressemble là-bas. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe, car on ne trouve pas grand-chose. Les mers du Sud auraient-elles été épargnées par la pollution? Y a-t-il un espoir que les déchets n'aient pas envahi le sud de l'équateur? À des milliers de kilomètres de là, se trouve l'île du Texel, aux Pays-Bas. Jan van Franeker est un océanographe et ornithologue hollandais. Il a retrouvé par hasard la trace d'une autre forme de plastique en suspension dans l'océan.
J'ai commencé à m'inquiéter quand je suis allé dans l'Antarctique. Bien que ce soit la région la plus propre du monde, 80% des oiseaux que j'ai examinés là-bas avaient du plastique dans l'estomac. Cela fait 20 ans que Jan van Franeker trouve des matières plastiques dans l'estomac des oiseaux. Mais cela le révolte toujours autant. Ce fulmar boréal est mort asphyxié. Il a sans doute ingéré du plastique. La plupart des fulmars de la mer du Nord ont du plastique dans l'estomac. Dans les zones les plus polluées, ils ingèrent environ 0,6 g de matière plastique. Cela équivaut à cette quantité-là. Pour transposer cela chez l'homme, il faut multiplier par 100. C'est l'équivalent d'une grande boîte comme ça, remplie de matière plastique. D'après Jan van Franeker, les fulmars ingèrent 31 fragments de plastique en moyenne. Cela équivaudrait à plus de 3000 chez l'homme. La plupart des oiseaux se fient à leur vue pour chasser. Mais vus du ciel, les fragments en plastique se confondent avec leur proie. Ils ont la même forme et la même couleur. Les conclusions de Jan van Franeker sont formelles. La plupart des déchets en plastique stagnent dans les zones où les courants se rejoignent et s'enfoncent dans les eaux profondes. Ces zones sont à la fois riches en nourriture et en plastique. L'Institut de Jan van Franeker répertorie le contenu des estomacs des oiseaux de mer du monde entier. Ces données sont reconnues comme des indicateurs de pollution marine. Une mer est considérée comme propre si on trouve moins de 10 fragments de plastique dans l'estomac des oiseaux. Que cela signifie-t-il pour la faune de Camilo? On ne peut faire que des suppositions. On trouve principalement de gros objets de couleur rouge. Mais dans mon seau, il y a surtout des fragments blancs, bleus et verts qui sont les couleurs de l'océan. Ce sont ceux que les poissons et les oiseaux n'ont pas ingérés. On voit moins de rouge et de violet. Ceux-là ont peut-être été ingérés parce qu'ils sont plus visibles. Tokyo se situe de l'autre côté du Pacifique, à 6500 km d'Hawaï. Aucun pays au monde ne consomme autant de plastique que le Japon. Les quantités astronomiques de déchets en plastique qui atterrissent dans la mer ont confronté les scientifiques à un nouveau problème. Katsuhiko Saïdo est chimiste. Il connaît bien les matières plastiques. Il cherchait un moyen de transformer ces déchets en énergie quand un journaliste lui a demandé si le plastique était réellement non toxique. Cette question a piqué sa curiosité et ses travaux ont alors pris une nouvelle direction. Je suis allé sur plusieurs plages et j'ai été choqué de voir qu'elles étaient couvertes de déchets en plastique. Cela risque de poser de sérieux problèmes. J'ai analysé l'eau, mais je ne pensais pas vraiment trouver quelque chose. La mer est si grande. Quelques morceaux de plastique ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Et pourtant, Katsuhiko Saïdo a trouvé des substances inquiétantes sur les plages et dans les mers du monde entier. En particulier des concentrations élevées de bisphénol A ou BPA. Cette hormone synthétique est utilisée pour la fabrication de nombreuses matières plastiques. Depuis plusieurs années, on soupçonne qu'elle a un effet néfaste sur la santé humaine. Katsuhiko Saïdo s'interroge. Comment de telles quantités de BPA atterrissent-elles dans l'environnement? Ces expériences lui permettent de faire une découverte. Il n'est pas nécessaire de chauffer les matières plastiques à haute température pour les décomposer, comme on le pensait jusqu'alors. Dès 30 degrés, des additifs toxiques, comme le BPA, se décomposent et peuvent se mélanger à l'eau de mer, par exemple. Même les scientifiques pensaient que les matières plastiques étaient propres, légères.
solide, incassable, voire indestructible. Mais nos travaux ont révélé que les monomères issus de la décomposition des matières plastiques sont toxiques. Ils sont rejetés dans la mer et peuvent contaminer des organismes. Les plastiques, des matières propres et non toxiques, une vision chimérique. Les composés chimiques des matières plastiques contaminent le monde entier. Notamment la mer du Nord. En 2004, la population de fulmars a été décimée. D'après Jan van Franeker, les hormones synthétiques issues des matières plastiques ingérées par les oiseaux pourraient avoir joué un rôle dans cette hécatombe. Normalement, les oiseaux qui sont en mauvaise condition physique ne couvent pas. Ils ne pondent pas d'œufs. Cette année-là, il y avait beaucoup d'oiseaux en très mauvaise condition physique. Ils ont quand même pondu des œufs, mais ils n'ont pas survécu. Personne ne sait exactement comment ces hormones synthétiques contaminent l'organisme des animaux. Aujourd'hui, le BPA est interdit en Europe dans la fabrication des biberons. C'est un début, mais cela ne change pas grand-chose. Des millions de tonnes de cet additif toxique ont déjà été rejetés dans les océans de la planète. Retour sur le Sea Dragon. Depuis que le voilier a quitté le Chili il y a 12 jours en direction du gir du Pacifique Sud, la croisière s'est déroulée paisiblement. Rien ne se profile à l'horizon, ni terre, ni bateau, ni plastique. On approche pourtant du centre de la plaque de déchets, si elle existe bien. Objet flottant en vue. Il s'agit d'un seau en plastique. L'équipe est partagée entre l'excitation d'avoir enfin trouvé quelque chose et l'appréhension. La mer va-t-elle lui réserver d'autres mauvaises surprises? De gros objets en plastique flottent aux alentours. Récipients, bouées et filets en matière plastique ont dû parcourir des milliers de kilomètres jusqu'ici. Les UV rendent le plastique très cassant. Les plastifiants se décomposent et il ne reste que les polymères. Ils sont fragiles et les vagues les réduisent facilement en minuscules fragments. Le Sea Dragon semble approcher de la plaque de déchets. Quel est l'impact de ces tonnes de matière plastique en suspension dans les mers lointaines? Hideshige Takada de l'Université d'agronomie de Tokyo étudie la pollution chimique de la baie de Tokyo depuis des années. Il trouve souvent de petites billes en plastique. Il y en a partout où le chercheur décèle aussi des substances toxiques. Un collègue m'a apporté ces billes et m'a demandé de les analyser. C'était la première fois que j'en voyais. De nombreux objets en plastique sont fabriqués à partir de ces billes. Elles sont produites en grande quantité. Régulièrement, nombre d'entre elles s'égarent et finissent dans les fleuves et les mers. Hideshige Takada a mesuré la concentration de ces billes en BPA, cette hormone synthétique tant décriée. Il a également recherché d'éventuelles traces de produits toxiques, comme le DDT,
un insecticide, ou les PCB autrefois utilisés dans l'industrie. Ces substances, probablement cancérigènes, ont longtemps été utilisées sans qu'on s'inquiète de leur toxicité. Aujourd'hui, elles sont interdites, mais on continue d'en trouver dans les fleuves et les mers du monde entier. Au début, on ne pensait pas trouver de fortes concentrations de PCB. Mais quand on a découvert que les billes de plastique contenaient des millions de fois plus de PCB que l'eau, on n'en revenait pas. Comment expliquer cette concentration de substances toxiques dans les billes? Sachant que les PCB et les autres toxiques ne se dissolvent pas dans l'eau, Hideshige Takada émet une hypothèse. Et si les plastiques les attiraient comme des aimants? Pour vérifier son hypothèse, il plonge des billes de plastique non contaminées dans la baie de Tokyo et mesure leur concentration en PCB à intervalles réguliers. En quelques jours seulement, la concentration en PCB atteint un niveau très élevé, égal à 1 million de fois la concentration de l'eau en PCB. Hideshige Takada renouvelle l'expérience, toujours avec le même résultat. Conclusion, le plastique attire les substances toxiques. C'est une découverte majeure. Aujourd'hui, on utilise les billes de plastique pour mesurer la pollution de l'eau. On en trouve sur presque toutes les plages du monde. Hideshige Takada en reçoit du monde entier. À partir de ces échantillons, il dresse une carte mondiale de la contamination. Mais les billes ne sont qu'une partie du problème. Les océans sont remplis de fragments d'objets en plastique de toutes sortes. Or, ces fragments absorbent les substances toxiques exactement comme les billes. Dans des endroits reculés comme Hawaï, Sainte-Hélène ou les Canaries, la contamination locale au PCB et autres substances toxiques est faible. La faune et la flore ne sont pas exposées aux polluants industriels. Mais des fragments de plastique chargés en substances toxiques sont charriés par la mer et ingérés par les animaux. Ces fragments disséminent des substances toxiques à travers le monde entier. Ces substances toxiques sont produites par notre société. Mais personne ne connaît leurs effets sur les organismes vivants. Les fragments de matière plastique qui flottent dans la mer sont des bombes chimiques. Les animaux les confondent avec de la nourriture et les ingèrent, absorbant ainsi toutes les substances toxiques qu'ils contiennent. Les petits poissons sont mangés par les plus gros, et c'est ainsi toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Plus un organisme est grand, plus il ingère de substances toxiques en un seul repas. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. L'homme est au bout de la chaîne alimentaire puisqu'il mange du poisson. Ainsi, la boucle est bouclée. Les substances toxiques que nous produisons et rejetons dans l'environnement finissent dans notre organisme et nous menacent directement. J'ai été très choquée de voir des mollusques présentant des réactions inflammatoires très violentes en quelques heures seulement. Jusqu'à présent, les optimistes pensaient qu'une fois ingéré, le plastique transitait dans l'organisme et était rejeté sans faire de dégâts. Mais Angela Köhler, de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, est loin d'être de cet avis. Elle s'intéresse aux moules qui sont consommés par l'homme. Pour son expérience, elle crée des conditions extrêmes en déversant des microparticules de matière plastique dans un aquarium. Lorsque les mollusques les ont ingérés, Angela Köhler observe au microscope le chemin que ces particules empruntent dans leur organisme, grâce à un appareil capable de les illuminer. Elle obtient ainsi la preuve que toutes les particules ne sont pas expulsées. Certaines pénètrent même dans les tissus des mollusques.
Une moule se nourrit par le biais de ses branchies. Si des microfragments en plastique se trouvent dans l'eau qui l'entoure, ces branchies les retiennent aussi et ils passent dans son système digestif. On observe également que les particules de matière plastique s'agglutinent en grappes avant de pénétrer dans les tissus. La présence de plastique dans les espaces interstitiels des tissus provoque une violente réaction inflammatoire dans la glande digestive. Ces inflammations peuvent avoir de nombreuses conséquences, telles que le développement d'un cancer. Les particules les plus fines sont les plus dangereuses. Certaines sont des fragments d'objets en plastique broyés. Mais Angela Köhler s'intéresse à un autre type de microplastique. Ce sont ceux utilisés depuis longtemps dans les objets du quotidien, même s'ils sont trop petits pour qu'on les voie à l'œil nu. Ce sont par exemple les perles ajoutées à certains dentifrices pour détruire la plaque dentaire. C'est impressionnant. J'ai mis une fine couche de dentifrice et on voit de toutes petites particules. C'est terrible. Je ne voudrais pas avoir ça dans la bouche et encore moins l'avaler. Et pourtant, on avale souvent du dentifrice quand on se lave les dents. Quand je me fais un peeling sous la douche, ces microparticules partent dans les canalisations des eaux usées et atterrissent dans la station d'épuration. Mais ces particules sont trop fines pour être retenues. Elles atterrissent donc dans les fleuves et finissent dans la mer. Les microplastiques utilisés dans les biens de consommation courante ne sont pas les seuls à poser problème. Il y a aussi ceux issus de la fragmentation des objets en plastique, qui est assez rapide en mer sous l'action des vagues, du soleil et du sel. À la fin, il ne reste que des particules invisibles à l'œil nu. Lorsque ces particules font la taille d'une cellule, elles deviennent extrêmement dangereuses, y compris pour l'homme. Nous absorbons de petites doses de microplastiques tous les jours. Et tous les jours, nous en rejetons dans l'environnement. Le Sea Dragon est à 2000 milles des côtes chiliennes. On est à 110 000 du centre du gyre du Pacifique Sud. L'équipe jette aussi le chalut de nuit. Il y a un morceau de plastique là. C'est un emballage en plastique. On approche du centre de la plaque. On a toute la chaîne alimentaire dans ce récipient. On a un emballage en plastique, 6 ou 7 fragments de plastique, et puis ce poisson lanterne. Il vit à 1000 mètres de profondeur et remonte de nuit à la surface pour se nourrir. C'est pour ça qu'on le retrouve dans notre chalut. Lui-même est la proie d'espèces plus grosses comme ce calmar. Et vous voyez cette petite particule blanche? Ça pourrait être du zooplancton ou un œuf de poisson, c'est-à-dire ce que mange le poisson lanterne. On trouve donc des particules de matière plastique en haute mer alors qu'elles n'ont rien à y faire. Marcus Eriksen et son équipe jettent régulièrement le chalut pour dénombrer exactement les particules de plastique de la zone. Le chalut contient maintenant plus de plastique que de plancton, jusqu'à 6 fois plus dans certaines zones.
Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, les craintes de l'équipe semblent se confirmer. Le chalut était bien rempli aujourd'hui. Voici un morceau de calmar. Là, des fragments bleuâtres. Une chose est sûre, le plastique est majoritaire à la surface de l'eau. C'est intéressant de noter que la progression n'est pas linéaire. La concentration en matière plastique a explosé tout près du centre du gir. Et je pense qu'elle va rester à un niveau élevé. Marcus Eriksen et son équipe ont bien trouvé une accumulation de déchets en plastique à la surface du gir. Mais elle n'a pas la forme attendue. Ce n'est pas une mer de plastique, ni même une plaque. C'est un tapis invisible, d'autant plus dangereux. Des milliards de particules couvrent une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ces déchets ont dû dériver des années dans l'océan pour se fragmenter en aussi petits morceaux. Marcus Eriksen fait une autre découverte. Je l'ai. Le dîner est servi. Si vous aimez les fruits de mer, allez-y. C'est dégoûtant. On dirait qu'il y a du plastique à l'intérieur de la corde. Cette bouée et sa corde en plastique sont couvertes de ces étranges crustacés et d'autres organismes originaires d'une lointaine région du monde. Il y a 50 ans, on n'aurait trouvé ici que du bois, des noix de coco et éventuellement des pierres ponces. Mais une bestiole comme ça n'aurait jamais survécu à une migration transocéanique. Les matières plastiques en suspension dans l'océan causeraient-elles d'autres types de perturbations dans l'écosystème mondial ? À Caldera, on pratique l'aquaculture des algues. Une espèce rare fait vivre toute la région. José Marquez et Manuel Delgado récoltent des algues du genre Gracilaria dans une petite baie. Elles sont très utilisées dans l'industrie cosmétique et l'agroalimentaire et se vendent à bon prix sur le marché mondial. Les champs se situent au fond de la mer. Mais il y a quelques années, une nouvelle espèce d'algue appartenant au genre Codium est apparue brusquement et a envahi la baie. Cela a perturbé tout l'écosystème. L'algue invasive est originaire du Japon. C'est un fléau. Elle a colonisé nos champs et cause de gros dégâts. Elle détruit nos champs de Gracilaria. Elle est très envahissante et elle chasse les Gracilaria de la baie. Quand la mer est agitée, les Gracilaria sont arrachés et les Codiums prennent leur place. Les zones envahies ne sont plus exploitables. Martin Thiel est un biologiste marin allemand en poste à l'université de Coquimbo. Il sillonne régulièrement les côtes du Chili. Un peu par hasard, il a découvert un lien entre les déchets en plastique polluant la mer et l'invasion de Codium à Caldera.
Un jour, on a récupéré en haute mer une bouée complètement recouverte de codium. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que ces bouées pouvaient peut-être disséminer des algues. Ce codium est un vrai fléau. Je n'en avais encore jamais vu de tel. Les organismes qui colonisent les déchets en plastique peuvent se propager très loin. Le plastique est un véhicule beaucoup plus résistant que les algues ou le bois, qui se décomposent et coulent beaucoup plus rapidement. Les algues du genre codium ne sont pas les seuls organismes étrangers sur cette bouée. Voici une acidie, par exemple. Elle vient très probablement d'Europe. Elle pullule sur les bouées et les cordes qui flottent dans la zone. Le plastique semble être un excellent véhicule. Si les migrations transocéaniques d'organismes divers augmentent avec la pollution par les plastiques, des écosystèmes entiers peuvent être menacés, comme le montre l'invasion de Codium à Caldera. La majorité des organismes qui voyagent sur les bouées et les autres supports ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont ces micro-organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Ils colonisent chaque fragment de plastique par milliards. Un chercheur de Sheffield, au Royaume-Uni, étudie ces microbes. 1 gramme d'eau de mer ou de sédiments contient des milliers de micro-organismes très différents. Mais 2 espèces sont majoritaires sur les fragments en plastique. Peut-on parler alors de microbes du plastique? Jesse Harrison a prélevé des échantillons de sable sur plusieurs plages anglaises. Pour reproduire ce qui est devenu la norme au Royaume-Uni, il a mélangé le sable avec du plastique. Des millions de microbes ont ainsi été mis en présence de polyéthylène, la matière plastique la plus répandue au monde. À l'aide d'un microscope à haute résolution, Jesse Harrison a alors observé l'apparition de petits trous dans le plastique. Manifestement, les microbes l'ont grignoté. I think the hope is definitely there. Nous espérons pouvoir trouver des microbes capables de dégrader soit les polluants associés aux matières plastiques, soit les matières plastiques elles-mêmes. Mais quel est ce nouveau type de microbe? Leur environnement est quasiment inconnu. Quelle est leur fonction dans l'écosystème océanique? Et comment expliquer qu'ils attaquent les matières plastiques? Pour tenter d'en savoir plus, Jesse Harrison a analysé leur ADN. Tous les micro-organismes ont besoin de carbone pour croître. C'est vital. Les matières plastiques en contiennent. Donc il est possible qu'ils trouvent une source de nourriture à la surface des matières plastiques, ou à l'intérieur. Le plastique pourrait donc servir de garde-manger aux microbes. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est encore impossible à dire. Jesse Harrison a peut-être découvert un micro-organisme capable de dégrader le plastique. Mais il est aussi possible que les matières plastiques, avec tous leurs polluants, soient devenues la nouvelle base de la chaîne alimentaire. Les micro-organismes qui peuplent les océans ne chôment pas. Chacun effectue une tâche et certains attaquent le plastique selon un mécanisme que l'on connaît encore mal. Mais eux-mêmes savent-ils vraiment ce qu'ils font? Sont-ils réellement capables de dégrader une matière qui n'existe pas dans la nature?
Si oui, ces microbes représentent une vraie source d'espoir. Mais si ce n'est pas le cas, la planète est à coup sûr en danger. À Hawaï, personne n'ose encore croire qu'un jour, des microbes pourraient dépolluer la plage de Kamilo. Mais pourquoi les déchets viennent-ils s'y échouer? Ceux qui rejoignent la plaque de déchets du Gyre ne devraient-ils pas rester prisonniers, d'après la thèse de Nikolai Maximenko? Pour tenter de comprendre, l'océanographe se livre à une expérience. Il utilise des appareils de mesure des courants et des bouteilles en plastique qu'il transforme en bouées lumineuses. Elles simuleront les déchets en plastique flottant dans la mer. Les bouées sont amenées derrière le ressac. La traversée du récif, avec ses courants et ses requins, est très dangereuse. Mais Nikolai Maximenko veut visualiser les courants qui ramènent les matières plastiques vers la côte. D'après lui, Kamilo agit comme un filet qui piège les déchets flottants dans l'océan. Si les courants étaient stables, tous les déchets resteraient dans une plaque relativement petite, au milieu de l'océan. Mais il y a des perturbations qui expliquent que la plaque rejette des fragments qui dérivent ensuite jusqu'à Hawaï. On estime que la plaque de déchets du Pacifique Nord contient 100 millions de tonnes de matière plastique. Si Nikolai Maximenko dit vrai, tous ces déchets finiront un jour par échouer à Kamilo et dans les autres baies d'Hawaï. Le Sea Dragon a parcouru 3500 milles dans le Pacifique Sud au cours des 3 dernières semaines. Il approche enfin de l'île de Pâques. L'expédition a établi qu'il y avait bien une accumulation de déchets dans le Gyre du Pacifique Sud. L'île de Pâques va-t-elle connaître le même sort qu'Hawaï? L'île de Pâques est un des lieux les plus reculés au monde. Ces célèbres statues sont les vestiges d'une civilisation ancienne. Les Rapa Nui ont pillé les ressources naturelles de leur île. Il n'y a presque plus d'arbres. Les déchets en plastique de notre civilisation pourraient bien achever de détruire le peu de nature qui subsiste. C'est un comble d'utiliser du plastique pour emballer nos échantillons de plastique. Mais celui-là, vous pouvez être sûr qu'on ne le retrouvera pas dans l'océan. Avant de rentrer aux États-Unis pour analyser les échantillons prélevés, Marcus Eriksen et Anna Cummins veulent inspecter les plages de l'île de Pâques. Sont-elles envahies par les déchets en plastique, comme tant de plages de l'hémisphère nord? Chaque île du monde se transforme en véritable décharge. Un pick-up et une Chevrolet. Et voilà une roue. On trouve la même accumulation de déchets en plastique sur l'île de Pâques que sur celle d'Hawaï. Les rares plages de sable sont couvertes de fragments de matière plastique colorée. On voit bien que le Gyre du Pacifique Sud n'est pas loin. Ça me révolte à chaque fois, mais en même temps, je m'y suis habituée. C'est triste à dire, mais maintenant, ça ne me surprend plus. Il est impossible de dire d'où viennent ces fragments. Quels dégâts vont-ils causer à long terme avec leurs polluants? On ne le sait pas davantage. Ces îles sont au milieu des gyres océaniques.
et très éloignées des côtes. Ce sont elles qui reçoivent toute la pollution par les matières plastiques. Et on ne peut incriminer personne en particulier, ni une entreprise, ni un pays. C'est une tragédie, une catastrophe planétaire dont personne ne veut assumer la responsabilité. Il est illusoire de croire qu'on pourrait repêcher les milliards de fragments en plastique qui polluent nos océans. La tâche serait titanesque. On ne peut que limiter l'utilisation des matières plastiques pour arrêter le flot de déchets polluants que nous rejetons dans les mers. Les scientifiques mènent un combat isolé contre les déchets en plastique. Mais il est malheureusement perdu d'avance. Les déchets de la société de consommation ont traversé les mers et polluent aujourd'hui les coins les plus reculés de la planète. Et celui-là, micro ou macro? Celui-là? Macro, bien sûr. Et celui-là? Bien sûr que non. Au Chili, comme dans d'autres pays du monde, on a entrepris un grand inventaire. Martin Thiel embauche les élèves des écoles pour compter les particules de plastique échouées sur les 6500 km de côte du Chili. Personne ne connaît l'étendue réelle de la pollution des différentes régions du pays. Des milliers de bénévoles participent à l'opération. Les scientifiques espèrent que la publication des chiffres servira d'électrochoc. Car pour que le monde diminue sa consommation en plastique, encore faut-il qu'ils prennent conscience de l'étendue des dégâts. Il faut garder espoir et continuer à croire qu'on peut changer les choses. La moindre initiative compte. Chaque plage nettoyée est un progrès. Je n'utilise plus de sacs en plastique, que des sacs en tissu. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Peut-on changer le monde? C'est très difficile de mesurer le poids de nos actes. Mais je compte bien faire un peu évoluer les choses au cours de ma vie. J'espère y arriver. Les études réalisées par Marcus Eriksen et d'autres chercheurs du monde entier pourraient influencer les dirigeants politiques et les entreprises. Reste à espérer que la sonnette d'alarme ne soit pas tirée trop tard. Restez avec nous pour la suite. Les noces persanes, une enquête étonnante sur le mariage en Iran et sur ses nécessaires arrangements avec la vie moderne.